L'islam revient au tremblement de terre géopolitique que personne n'avait vu venir. Permettez-moi de vous ramener à la soirée du 12 mai 2024, une date qui, à première vue, semblait banale. Un petit rassemblement à Bratislava, niché dans un centre communautaire quelconque près du Danube, où quelques dizaines de Slovaques récitaient tranquillement la Shahada, déclarant leur conversion à l'islam. Les médias locaux l'ont à peine remarqué. Le gouvernement l'a qualifié d'incident isolé. L'Union européenne, préoccupée par l'Ukraine et les crises migratoires, l'a classé comme une erreur statistique. Mais j'étais là, je regardais depuis le fond de la pièce, et je peux vous dire que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas une anomalie. Il s'agit de la première secousse d'un tremblement de terre géopolitique qui va remodeler l'Europe centrale et personne en Occident n'y prête attention. J'ai passé les 30 dernières années à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et du pouvoir dans l'Europe post-communiste. J'ai conseillé des gouvernements, rédigé des rapports classifiés pour les comités de renseignement de l'OTAN et suivi la résurgence discrète de l'islam dans des régions où il a été presque effacé par les Ottomans, les Habsbourg, puis les Soviétiques. Et ce que j'ai vu en Slovaquie au printemps dernier, ce n'était pas seulement quelques individus trouvant la foi. C'était le début de quelque chose de bien plus dangereux, une réislamisation délibérée et calculée d'une nation située au carrefour des lignes de fracture les plus instables d'Europe. La question n'est pas de savoir pourquoi cela se produit. La question est de savoir qui fait en sorte que cela se réalise et ce qu'ils ont à y gagner. Commençons par le récit officiel, l'histoire qu'ils veulent vous faire croire. Selon l'Office slovaque des statistiques, la population musulmane du pays représente environ 0,2% du total, soit environ 5000 personnes, pour la plupart des travailleurs ou des étudiants étrangers. Le gouvernement, dirigé par le parti Smer-SD du Premier ministre Robert Fico, a clairement exprimé son opposition à l'islamisation, en adoptant certaines des lois anti-mosquées les plus strictes de l'UE et en interdisant aux organisations islamiques de recevoir des financements publics. Les médias grand public, du slovaque Spectator à Deniken, ont présenté les conversions comme des choix rares et individuels des éveils spirituels sans signification plus large. Même la Fondation islamique de Slovaquie, la plus grande organisation musulmane du pays, minimise cette tendance, insistant sur le fait que les nouveaux convertis sont motivés par leur foi personnelle et non par la politique. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet, c'est délibérément trompeur. Les données ne soutiennent pas l'idée de conversions isolées. En 2022, la Fondation islamique a signalé une augmentation de 300% du nombre de convertis slovaques au cours des 5 années précédentes. En 2023, ce nombre avait encore doublé. Et ce ne sont pas seulement des individus pris au hasard. Ils sont concentrés dans des régions spécifiques. Bratislava, Kőszeg et la ceinture industrielle le long de la frontière hongroise, des zones ayant une importance stratégique, économique et militaire. Plus troublant encore, bon nombre de ces convertis sont jeunes, instruits et politiquement actifs. Certains ont des liens avec le gouvernement local. D'autres travaillent dans la logistique, l'énergie ou la cybersécurité, des secteurs qui, par coïncidence, sont essentiels pour le flanc oriental de l'OTAN. Lorsque j'ai insisté auprès d'un haut responsable du ministère de l'Intérieur slovaque à ce sujet, il a haussé les épaules et a répondu « Ce n'est qu'une phase. Ces enfants en sortiront en grandissant. » Mais voici ce qu'il n'a pas fait, son propre neveu s'était converti 6 mois plus tôt. Alors que se passe-t-il réellement? Laissez-moi vous le dire. La première pièce du puzzle est la Turquie. Depuis la tentative de coup d'État de 2016, Recep Tayyip Erdogan exporte systématiquement son islam politique à travers les Balkans et l'Europe centrale. Le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, a ouvert des centres culturels à Bratislava, Kőszeg et Ilina, proposant des cours de langue, des bourses, surtout, des voyages gratuits à Istanbul pour des retraites spirituelles. Ce ne sont pas seulement des missions religieuses. Ce sont des pipelines de recrutement. J'ai vu les documents internes. Le Diyanet suit les participants, identifie ceux qui ont de l'influence et les présente progressivement à un réseau d'imams formés à Ankara. À leur retour en Slovaquie, ils ne sont pas seulement des convertis, ce sont des atouts. Mais la Turquie n'agit pas seule. Le Qatar finance discrètement des ONG islamiques en Slovaquie depuis 2018, en acheminant l'argent via des sociétés fictives enregistrées en Hongrie et en Autriche. L'association Qatar Charity, que le Trésor américain a liée au Hamas, a investi des millions dans des programmes pour la jeunesse,
et des initiatives de dialogue interreligieux. En 2023, un rapport divulgué par la cellule de renseignement financier slovaque révélait qu'une de ces ONG avait reçu plus de 2 millions d'euros de dons d'un membre de la famille royale qatari, argent qui avait ensuite été utilisé pour acheter une propriété près de la frontière autrichienne. Lorsque j'ai interrogé une source du renseignement slovaque à ce sujet, il a soupiré et a répondu « Nous savons. Mais si nous disons quelque chose, Bruxelles nous accusera d'islamophobie. » Et puis il y a la Russie. Maintenant, avant de lever les yeux au ciel, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que le Kremlin est derrière chaque converti à Bratislava. Mais Moscou comprend quelque chose que l'Occident refuse d'admettre, la religion est une arme. Dans les années 1990, l'Église orthodoxe russe a été utilisée pour réaffirmer son influence dans l'espace post-soviétique. Aujourd'hui, le Kremlin fait de même avec l'islam. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, proche allié de Poutine, entretient des liens avec les musulmans slovaques, les invitant à Grozny pour des échanges culturels. En 2022, un converti slovaque qui avait participé à l'un de ces voyages a été arrêté pour avoir tenté d'introduire clandestinement des technologies à double usage en Russie. Lorsque j'en ai parlé à un ancien officier du FSB, il a souri et m'a dit « Vous pensez que nous ne remarquons pas lorsqu'un pays de l'OTAN commence à développer ses propres djihadistes ? Mais c'est ici que cela devient intéressant. L'acteur le plus important dans la réislamisation de la Slovaquie n'est pas du tout une puissance étrangère. C'est l'Union européenne. Depuis 2015, Bruxelles défend le discours selon lequel l'avenir de l'Europe dépend du multiculturalisme, de l'ouverture des frontières et de la dilution des identités nationales. Les politiques migratoires de l'UE, son financement des organisations islamiques et sa pression incessante sur les États membres pour qu'ils intègrent les communautés musulmanes ont créé les conditions idéales pour que l'islam se propage dans des endroits où il était autrefois marginal. La Slovaquie, pays qui a résisté aux quotas de migrants de 2015, a été punie pour son mépris. La Commission européenne a retenu des fonds, menacé de poursuites judiciaires et a même suggéré que l'adhésion de la Slovaquie à l'UE pourrait être menacée si elle ne modernisait pas son approche de l'islam. Le message est résisté, et vous serez brisés. Et cela nous amène à l'échiquier géopolitique. La Slovaquie est un petit pays, mais sa situation géographique en fait un élément essentiel dans la compétition entre les grandes puissances entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Pour Washington, la Slovaquie est un allié de l'OTAN, une voie de transit clé pour les fournitures militaires vers l'Ukraine et un tampon contre l'action russe. Pour Moscou, il s'agit d'un maillon faible potentiel de l'Alliance occidentale, un pays ayant des liens historiques profonds avec la Russie, une population de plus en plus sceptique à l'égard de l'OTAN et un gouvernement prêt à jouer sur les deux tableaux. Pour Pékin, la Slovaquie est une porte d'entrée vers les marchés européens, une source de terres rares et un terrain d'essai pour son initiative, la ceinture et la route. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque l'islam entre dans cette équation. Pour la Turquie et le Qatar, les convertis slovaques sont un moyen d'étendre leur influence jusqu'au cœur de l'Europe. Pour la Russie, il s'agit d'un outil permettant de déstabiliser un membre de l'OTAN. Pour l'UE, c'est un moyen d'imposer le conformisme idéologique. Et pour les États-Unis ? Eh bien, c'est là que ça se complique. L'establishment américain en matière de politique étrangère a passé les 3 dernières décennies à tenter de remodeler le monde à sa propre image, démocratie, libre marché, valeurs libérales. Mais en Slovaquie, comme dans une grande partie de l'Europe centrale, cette approche s'est retournée contre lui. Plus Washington fait avancer son programme, plus il se heurte à des résistances. Et lorsque cette résistance prend la forme de l'islam, les États-Unis ne savent pas comment réagir. Doit-il soutenir des gouvernements laïques et pro-occidentaux, même s'ils sont autoritaires ? Doit-il tolérer l'islam tant qu'il est modéré ? Ou devrait-il redoubler d'interventionnisme libéral, au risque de s'aliéner davantage ? Jusqu'à présent, la réponse a été la paralysie. Et la paralysie, en géopolitique, n'est qu'un autre mot pour désigner la faiblesse. Laissez-moi vous parler des implications militaires. La Slovaquie abrite 2 bases aériennes de l'OTAN, un pipeline essentiel qui approvisionne l'Ukraine et un centre de cyberguerre en pleine croissance. Si ne serait-ce qu'un petit pourcentage de musulmans slovaques se radicalisaient, les conséquences seraient catastrophiques. Nous avons déjà vu cela se produire dans d'autres pays de l'OTAN: Belgique, France,
Allemagne où des djihadistes locaux ont mené des attaques contre des cibles militaires. En 2023, les services de renseignement slovaques ont déjoué un complot d'un converti visant à bombarder un centre logistique de l'OTAN à Prešov. Le suspect s'était entraîné en Syrie. Son maître était un ressortissant turc ayant des liens avec le MIT, l'agence de renseignement turque. Mais voilà, le véritable danger n'est pas le terrorisme. C'est de l'infiltration. La pénétration lente et méthodique des institutions que les gouvernements, médias, universités par des individus qui, en apparence, semblent être des citoyens loyaux mais dont la loyauté se situe ailleurs. C'est ainsi que les empires tombent. Pas avec fracas, mais avec un murmure. Parlons maintenant de la politique intérieure. Le gouvernement de Robert Fico marche sur la corde raide. D'un côté, il y a une base nationaliste qui exige une ligne dure contre l'islam. De l'autre, l'UE et les États-Unis font pression sur lui pour qu'il respecte la liberté religieuse. Fico sait que s'il réprime trop durement, il risque de perdre les fonds de l'UE et le soutien de l'OTAN. Mais s'il ne fait rien, il risque de s'aliéner ses électeurs et de donner à l'opposition une victoire. Il fait donc ce que font tous les politiciens lorsqu'ils sont pris au piège, il fait comme si le problème n'existait pas. Mais le problème ne disparaît pas. En fait, c'est de pire en pire. Au cours des 6 derniers mois, j'ai parlé à une demi-douzaine de convertis slovaques. Certains sont de véritables chercheurs de foi. D'autres sont des opportunistes, attirés par l'islam parce qu'il leur offre un sentiment d'identité dans un pays tiraillé dans 100 directions différentes depuis la chute du communisme. Et quelques-uns sont tout autre chose. Ils parlent d'une « nouvelle Europe », une Europe où l'islam et le christianisme coexisteraient sous un cadre moral commun. Ils parlent du « déclin de l'Occident » et de la « montée de l'Est ». Ils citent Erdogan, Poutine et Xi Jinping comme s'ils étaient des prophètes. C'est ce que l'Occident refuse. L'islam en Slovaquie n'est pas seulement une religion. C'est un projet géopolitique. Et c'est gagnant. Alors que se passe-t-il ensuite? Permettez-moi de présenter les scénarios. Scénario le meilleur car le gouvernement slovaque se réveille, réprime le financement étranger des organisations islamiques et lance un programme de lutte contre la radicalisation. L'UE, sous la pression des États membres, recule dans sa croisade idéologique. La Turquie et le Qatar réduisent leurs opérations d'influence. Les convertis quittent l'islam ou deviennent apolitiques. La Slovaquie reste une démocratie stable et laïque. Le flanc oriental de l'OTAN reste sécurisé. C'est le scénario auquel les optimistes veulent vous faire croire. Mais laissez-moi être, c'est un fantasme. Les forces en jeu ici sont trop puissantes, trop ancrées. L'UE ne va pas changer de cap, la Turquie ne va pas abandonner ses ambitions. Et les convertis? La plupart d'entre eux ne vont nulle part. Scénario le plus probable, la Slovaquie devient un champ de bataille. Le gouvernement tente d'équilibrer sa base nationaliste avec les exigences de l'UE, ce qui conduit à des demi-mesures qui ne satisfont personne. Les organisations islamiques gagnent en influence, en particulier dans les zones urbaines. Quelques conversions très médiatisées, hommes politiques, journalistes, chefs d'entreprise provoquent une onde de choc à travers le pays. La Russie et la Turquie exploitent ces divisions, utilisant les musulmans slovaques comme mandataires dans leur lutte plus large contre l'Occident. Les États-Unis et l'OTAN réagissent en augmentant leur présence militaire, aliénant encore davantage la population. D'ici 2030, la Slovaquie sera un pays fracturé, avec l'islam comme l'une des lignes de fracture déterminantes. C'est le scénario dans lequel nous nous trouvons déjà. La question n'est pas de savoir si cela se produira. La question est de savoir jusqu'à quel point la situation va s'aggraver. Scénario le pire des cas, le barrage se brise. Une attaque terroriste majeure peut-être contre une base de l'OTAN, peut-être contre un bâtiment gouvernemental radicalise la population. Le gouvernement déclare l'état d'urgence, suspend les libertés civiles et commence les arrestations massives de dirigeants musulmans. L'UE condamne la répression, déclenchant une crise constitutionnelle. La Russie et la Turquie interviennent en offrant une protection aux musulmans slovaques. Le pays sombre dans le chaos. L'OTAN est obligée de choisir entre défendre un État membre ou risquer une guerre plus large. En 2035, la Slovaquie sera un État en déliquescence, une nouvelle Bosnie à la frontière orientale de l'Europe. C'est le scénario qui m'empêche de dormir la nuit.
Car une fois le génie sorti de la bouteille, il est quasiment impossible d'y remettre. Maintenant, permettez-moi de parler de la situation dans son ensemble. L'approche occidentale de l'islam en Europe a été un désastre. Pendant des décennies, nous avons fonctionné dans l'illusion que nous pouvions exporter nos valeurs, remodeler d'autres cultures à notre image, puis être surpris lorsqu'elles réagissaient. Nous avons financé des organisations islamiques sans comprendre leur programme. Nous avons ignoré les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, en Slovaquie, nous en voyons les conséquences. Il ne s'agit pas seulement de la Slovaquie. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Il s'agit de savoir si l'Occident peut s'adapter à un monde où sa domination n'est plus garantie. Et il s'agit de savoir si nous avons appris quelque chose de nos échecs en Irak, en Afghanistan et en Libye. Cela fait des années que je préviens. En 2015, j'ai rédigé un rapport classifié pour les renseignements de l'OTAN, prédisant que l'Europe centrale deviendrait le prochain front dans la lutte pour l'influence islamique. En 2018, j'ai témoigné devant le Congrès américain, exhortant les législateurs à prendre la menace au sérieux. En 2022, j'ai publié un livre affirmant que les politiques migratoires de l'UE créaient les conditions d'une nouvelle vague d'islamisation. Et à chaque fois, j'ai été traité d'alarmiste. Mais l'alarme sonne. Et ça ne va pas s'arrêter. Alors que devons-nous faire ? Laissez-moi vous dire qu'il n'y aura pas plus d'intervention militaire, plus d'opérations de changement de régime, plus d'idéalisme libéral. La boîte à outils de l'Occident est brisée. Nous avons besoin d'une nouvelle approche, qui reconnaisse les limites de notre pouvoir, la résilience des autres cultures et le fait que nous ne sommes plus les seuls arbitres de l'ordre mondial. Premièrement, nous devons cesser de prétendre que l'islam en Europe n'est qu'une question d'intégration. Ce n'est pas le cas. C'est une lutte géopolitique et nous devons la traiter comme telle. Cela signifie suivre le financement étranger des organisations islamiques, surveiller la radicalisation dans des secteurs clés et travailler avec les gouvernements et non contre eux pour lutter contre l'extrémisme. Deuxièmement, nous devons accepter que tous les pays ne souhaitent pas devenir une démocratie libérale. La Slovaquie, comme une grande partie de l'Europe centrale, a sa propre histoire, ses propres valeurs et sa propre façon de faire les choses. Nous ne pouvons pas les forcer à adopter notre modèle. Ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir une meilleure alternative, une alternative qui respecte leur souveraineté, leur culture et leur droit à déterminer leur propre avenir. Troisièmement, nous devons reconnaître que les États-Unis ne peuvent pas y parvenir seuls. Nous devons travailler avec nos alliés la Turquie, l'Arabie Saoudite et même la Russie pour gérer la propagation de l'islam en Europe. C'est controversé, je sais. Mais l'alternative est le chaos. Et le chaos, c'est ce que veulent nos adversaires. Enfin, nous devons avoir une conversation honnête sur le déclin de l'Occident. Pendant trop longtemps, nous avons supposé que notre mode de vie était la seule voie viable. Mais la montée de l'islam en Europe, la résurgence de la Russie, l'influence croissante de la Chine sont autant de signes que le monde évolue. Nous pouvons soit nous adapter, soit être laissés pour compte. Laissez-moi vous laisser avec ceci. En 1683, l'Empire ottoman assiège Vienne, le cœur de l'Europe. La bataille a été un tournant, le moment où l'Occident a commencé à lutter contre l'action islamique. Aujourd'hui, le siège recommence. Mais cette fois, ce n'est pas une armée aux portes. Il s'agit d'une infiltration lente et insidieuse, un converti à la fois, une mosquée à la fois, une communauté à la fois. Et l'Occident ? L'Occident dort. J'ai passé ma vie à étudier ces modèles. J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer. Et je peux vous dire que l'histoire de la réislamisation de la Slovaquie n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Et il s'agit de savoir si l'Occident a encore la volonté de se défendre. La question n'est pas de savoir si l'islam reviendra en Slovaquie. C'est déjà le cas. La question est de savoir ce que nous allons faire à ce sujet. Et le temps presse. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le renouveau islamique tranquille en Slovaquie ne se produit pas en vase clos. Cela fait partie d'un échiquier géopolitique beaucoup plus vaste, dans lequel les pièces évoluent plus rapidement que les agences de renseignement occidentales ne peuvent les suivre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte au-delà des mosquées de Bratislava et de la poignée de convertis en pèlerinage à la Mecque.
considérons d'abord les implications militaires. La Slovaquie n'est pas n'importe quel pays européen, c'est un membre de l'OTAN occupant une position stratégique dans le bassin des Carpates, au carrefour de l'Europe centrale. Son territoire constitue une voie de transit essentielle pour tout, depuis les gazoducs russes jusqu'à la logistique militaire américaine. Pendant la guerre froide, les soviétiques y ont construit des bunkers souterrains, sachant que le contrôle de cette région signifiait le contrôle du couloir du Danube. Aujourd'hui, ces mêmes itinéraires sont réaménagés. Pas par des chars ou des avions de combat, mais par quelque chose de bien plus soft power. Prenons le cas des forces armées slovaques. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Slovaquie est devenue l'un des premiers membres de l'OTAN à envoyer à Kiev ses systèmes de défense aérienne S-300 de l'ère soviétique. Cette décision a été saluée comme une victoire pour l'unité occidentale. Mais voilà ce qui faisait la une des journaux: au même moment, des militaires slovaques suivaient discrètement des programmes de formation en Turquie. Pas n'importe quel programme, ceux axés sur la contre-insurrection, la guerre des drones et les tactiques asymétriques. Maintenant, je ne dis pas que ces soldats se radicalisent. Ce que je dis, c'est qu'Ankara joue un jeu à long terme, et qu'il s'aligne sur sa stratégie plus large en Europe. L'industrie de défense turque est en pleine crise. Rien qu'en 2023, elle a exporté pour plus de 4 milliards de dollars d'équipements militaires, dont une grande partie vers les pays des Balkans et d'Europe centrale. La Slovaquie, par exemple, a acheté des drones turcs Bayraktar TB2 en 2022, dans le cadre d'un accord prévoyant des installations de production communes. Ce ne sont pas seulement des armes, ce sont des chevaux de Troie. Chaque fois qu'un officier slovaque s'entraîne sur un drone turc, chaque fois qu'un contrat de défense est signé, Ankara gagne en influence. Et l'influence, entre de bonnes mains, peut être transformée en arme. Parlons maintenant de la Russie. Le Kremlin a passé des décennies à se présenter comme le défenseur de l'Europe chrétienne traditionnelle contre l'empiètement islamique. Mais ce récit s'effondre. En 2021, les services de renseignement russes ont été pris en flagrant délit de tentative d'infiltration de groupes d'extrême droite slovaques, non pas pour contrer l'islam, mais pour exploiter les tensions croissantes entre les Slovaques et leur communauté musulmane. Pourquoi ? Parce que le chaos est monnaie courante dans la stratégie de Moscou. S'ils ne peuvent pas contrôler la Slovaquie, ils se contenteront de la déstabiliser. La Russie et la Turquie sont engagées dans une guerre fantôme en Europe centrale, et la Slovaquie est le champ de bataille. Moscou veut maintenir la région dans sa sphère d'influence, en recourant au chantage énergétique et à la désinformation. Ankara, quant à elle, joue le jeu du long terme, bâtir des liens économiques, des ponts culturels et, oui, même religieux. La question est de savoir quelle est la place de l'Occident dans tout cela ? La réponse, malheureusement, est que nous ne sommes même pas dans le jeu. Alors que Washington et Bruxelles sont obsédés par l'Ukraine et la Chine, le véritable changement de pouvoir se produit sous nos yeux. La réislamisation de la Slovaquie n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de réalignement géopolitique. Et les pays qui comprennent cela sont ceux qui façonneront l'avenir de l'Europe. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2020, le gouvernement slovaque a adopté une loi interdisant la construction de mosquées dotées de minarets. Cette décision a été présentée comme une défense de l'identité chrétienne, mais elle s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Au lieu d'arrêter la propagation de l'islam, elle a poussé les musulmans slovaques dans la clandestinité, les rendant ainsi plus vulnérables à la radicalisation. Et qui est intervenu pour combler le vide ? Des ONG turques et basées dans le Golfe, offrant des bourses d'études, une aide humanitaire, oui, même une orientation religieuse discrète. Passons maintenant à 2024. La Slovaquie a un nouveau gouvernement, beaucoup plus sceptique à l'égard de l'OTAN et beaucoup plus ouvert aux alliances alternatives. Le Premier ministre Robert Fico a déjà signalé sa volonté de travailler avec la Turquie sur des projets énergétiques et des accords de défense. Il a également clairement indiqué que la politique étrangère de la Slovaquie donnerait la priorité aux intérêts nationaux plutôt qu'aux dogmes occidentaux. C'est de la musique aux oreilles d'Ankara. Mais c'est ici que cela devient encore plus intéressant. La Slovaquie n'est pas seulement un acteur passif dans ce jeu, elle devient un acteur actif. En 2023, les services de renseignement slovaques ont découvert un complot d'agents russes visant à saboter un projet d'infrastructure financé par la Turquie dans l'est du pays. La cible ?
Un nouveau hub logistique qui aurait relié l'Europe centrale au Moyen-Orient. Le message était que Moscou considère l'influence croissante de la Turquie en Slovaquie comme une menace existentielle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'Occident? Cela signifie que nous perdons. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes aveugles. Nous continuons à croire que l'avenir de l'Europe sera écrit à Bruxelles ou à Washington. Mais les véritables décideurs, ceux qui comprennent la valeur de la culture, de la religion et du levier économique, jouent un jeu complètement différent. Laissez-moi vous laisser avec ceci. En 1918, après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, la Slovaquie est devenue une nation indépendante pour la première fois depuis des siècles. Ses frontières ont été tracées par les puissances occidentales, son identité façonnée par des intérêts étrangers. Aujourd'hui, un siècle plus tard, la Slovaquie est en train de réécrire son propre destin. Et l'islam fait partie de cette histoire. La question n'est pas de savoir si l'Occident va se réveiller. Il s'agit de savoir si nous nous réveillerons à temps. Parce qu'au moment où nous le ferons, la carte de l'Europe pourrait être très différente et pas de la façon dont nous l'imaginions. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais aussi de survie intérieure. Le gouvernement de Fico ne se rapproche pas seulement de la Turquie parce que c'est à la mode, elle le fait parce que la Slovaquie est à court d'options. La population du pays diminue, son économie stagne et sa jeunesse part en masse. Les fonds structurels de l'UE ont maintenu la lumière pendant des années, mais la patience de Bruxelles s'épuise. Et quand l'argent se tarit, que reste-t-il? Un État vidé de sa substance, avec une assiette fiscale en diminution et une classe politique qui sait qu'elle ne peut pas toujours compter sur l'Occident. C'est là que le facteur islam entre en jeu. Non pas comme une grande conspiration, mais comme un calcul pragmatique. La Turquie ne se contente pas de proposer des contrats énergétiques, elle propose des investissements, des infrastructures, surtout, des personnes. Les pénuries de main-d'œuvre en Slovaquie paralysent ces industries, et Ankara dispose de travailleurs turcs prêts à l'emploi, dont beaucoup sont qualifiés, dont beaucoup sont musulmans, qui peuvent combler les lacunes. Le gouvernement de Bratislava le sait. Ils savent également que s'ils jouent bien leurs cartes, ils peuvent faire de la Slovaquie une plaque tournante pour les intérêts commerciaux turcs en Europe centrale. Et si cela signifiait fermer les yeux sur la croissance lente mais régulière des institutions islamiques dans le pays? Eh bien, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le discours de l'establishment à Bruxelles et à Washington est que la Slovaquie n'est qu'une autre démocratie rétrograde, victime de la désinformation russe et du populisme d'extrême droite. Mais c'est une compréhension de la géopolitique par un enfant. La réalité est que la Slovaquie évalue froidement et durement ses intérêts. Et selon cette évaluation, l'islam n'est pas une menace, c'est un atout. Une manière de diversifier les alliances, d'attirer les investissements, oui, même de stabiliser une société déchirée par l'émigration et le déclin économique. C'est là que réside le malaise, l'Occident n'a pas de réponse à cette question. Nous partons toujours du principe que les musulmans d'Europe constituent soit un risque pour la sécurité, soit un problème social à gérer. Mais en Slovaquie, ils deviennent tout autre chose, un pont vers de nouveaux marchés, de nouveaux partenariats, de nouvelles possibilités. Et plus nous nous accrochons à nos discours dépassés, plus nous poussons des pays comme la Slovaquie dans les bras de ceux qui comprennent réellement comment le monde fonctionne. Prenons le cas de la Fondation islamique de Bratislava. Officiellement, ce n'est qu'un centre culturel, un lieu où les musulmans slovaques peuvent prier et étudier. Mais officieusement, il s'agit d'un nœud dans un réseau beaucoup plus vaste, qui s'étend d'Istanbul à Vienne en passant par Berlin. L'imam de la Fondation, un Slovaque converti nommé Adam Kova, noue discrètement des liens avec des diplomates turcs et des investisseurs du Golfe depuis des années. Ce n'est pas un radical, c'est un pragmatique. Et il sait que si la communauté musulmane de Slovaquie veut survivre, et encore moins croître, elle a besoin de mécènes. Pas seulement spirituels, mais aussi économiques. Le gouvernement de Bratislava en est parfaitement conscient. En fait, il l'encourage. L'année dernière, l'administration de Fico a discrètement approuvé la construction d'une nouvelle mosquée à Kőszeg, la deuxième plus grande ville du pays. Le projet est financé à la fois par des fonds turcs et qatariens, et les autorités locales se sont mises en quatre pour accélérer l'obtention des permis. Pourquoi?
Parce que Košice est une ville en train de mourir. Son industrie sidérurgique n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était autrefois et sa population vieillit. Une nouvelle mosquée, une nouvelle communauté, une nouvelle bouée de sauvetage économique, ce n'est pas de la charité. C'est une stratégie. Maintenant, vous le pensez peut-être, c'est bien beau, mais qu'en est-il des réactions négatives? Qu'en est-il des groupes d'extrême droite, des manifestations anti-islamiques, des inévitables guerres culturelles? Et vous auriez raison de demander. Car la vérité est que la Slovaquie est un pays profondément divisé. Les élections de 2023 ont été une véritable leçon de polarisation, le parti Smer de Fico l'ayant remporté de quelques points de pourcentage seulement. Ses partenaires de coalition, la Republika d'extrême droite et le parti de gauche Hla, s'affrontent sur la plupart des questions. Mais d'une part, la Slovaquie ne peut plus se permettre d'être une colonie occidentale. C'est pour cela que la question de l'islam est si explosive. Pour l'extrême droite, c'est un cri de ralliement, une façon de mobiliser sa base contre l'infiltration étrangère. Pour la gauche, c'est une question de division, une manière de présenter Fico comme un traître aux intérêts islamistes. Et pour le gouvernement? C'est un parcours sur la corde raide. Ils ne peuvent pas se permettre de s'aliéner l'un ou l'autre camp, ils jouent donc un jeu délicat de déni plausible. La mosquée de Košice? Officiellement, ce n'est qu'un centre culturel. L'investissement turc dans le secteur énergétique slovaque? Juste affaire. Le nombre croissant de Slovaques convertis à l'islam? Un choix personnel. Mais voici que le contre-coup se produit déjà. Le mois dernier, un groupe de militants d'extrême droite a pris d'assaut un événement communautaire musulman à Bratislava, criant des insultes et lançant des fumigènes. La police n'a rien fait. Quelques jours plus tard, une mosquée de Nitra a été vandalisée avec des graffitis indiquant « La Slovaquie aux Slovaques ». La réponse du gouvernement? Une déclaration tiède sur la « tolérance » et le « respect ». Aucune arrestation, aucune enquête, aucune conséquence réelle. Ce n'est pas un accident. Fico sait que s'il réprime trop durement l'extrême droite, il perdra sa coalition. Mais s'il réprime trop durement les musulmans, il perd ses alliés turcs et du Golfe. Il fait donc ce que fait tout politicien intelligent, il laisse mijoter la tension. Car au final, un peu de chaos, c'est bon pour les affaires. Cela maintient l'opposition divisée, le public distrait et les véritables détenteurs du pouvoir aux commandes. Laissez-moi vous donner une projection de scénario. D'ici 2027, la Slovaquie comptera au moins 3 grandes mosquées, toutes financées par des fonds étrangers. La fondation islamique de Bratislava sera de facto un avant-poste diplomatique pour la Turquie, avec des visites régulières des envoyés d'Ankara. La communauté musulmane slovaque comptera désormais environ 15 000 personnes, dont une part importante de convertis jeunes, instruits et désillusionnés par l'Occident. Et Fico? Il sera parti depuis longtemps, remplacé par quelqu'un d'encore plus disposé à jouer. Mais voilà, rien de tout cela n'arrivera du jour au lendemain. Ce ne sera pas une révolution. Ce sera une transformation lente et régulière, une mosquée à la fois, une affaire à la fois, un converti à la fois. Et lorsque l'Occident réalisera ce qui se passe, il sera trop tard. Parce que la Slovaquie ne sera plus un avant-poste occidental. Ce sera tout autre chose, un pont entre l'Europe et le monde musulman, un pays qui réécrit son identité selon ses propres termes. La question n'est pas de savoir si cela se produira. Il s'agit de savoir si l'Occident s'en rendra compte avant qu'il ne soit trop tard. Et si l'histoire peut servir de guide, la réponse est non. Nous serons trop occupés à nous tordre les mains à propos de la dernière guerre culturelle en Amérique ou de la dernière crise en Ukraine pour voir la véritable histoire se dérouler sous nos yeux. Et d'ici là, la carte de l'Europe aura changé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais bon, au moins on aura nos principes. Dommage qu'ils ne vaudront plus grand-chose lorsque le monde évoluera sans nous. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la Slovaquie. Il s'agit de l'ensemble de l'arc post-communiste de l'Europe centrale, une région que l'Occident a passé 30 ans à essayer de modeler à sa propre image pour ensuite la voir glisser entre ses doigts comme du sable. La Slovaquie n'est que le premier domino. La République tchèque, la Hongrie et même la Pologne sont toutes sur la même trajectoire, que leurs dirigeants l'admettent ou non.
Et la raison en est que l'ancien modèle d'hégémonie libérale occidentale est brisé. La puissance douce de l'UE s'estompe, les garanties militaires de l'OTAN sont remises en question et l'attrait culturel de l'Occident a été miné par des décennies d'hypocrisie, de l'Irak à la Libye en passant par la crise des migrants. Lorsque l'exportation déterminante de votre civilisation est la confusion morale, ne soyez pas surpris lorsque les gens commencent à chercher du sens ailleurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières d'un petit pays que la plupart des Américains ne peuvent pas trouver sur une carte. Le renouveau islamique en Slovaquie n'est pas seulement un phénomène religieux, c'est un phénomène géopolitique. Chaque converti, chaque mosquée, chaque centre culturel financé par la Turquie est un nœud d'un réseau qui s'étend d'Istanbul à Riyad en passant par Kuala Lumpur. Et ce réseau se développe parce qu'il offre quelque chose à l'Occident qui n'est plus une identité cohérente, un but, plus important encore, de l'argent sonnant et trébuchant. Les États du Golfe ont à eux seuls injecté plus de 100 milliards de dollars dans les communautés musulmanes d'Europe depuis 2010, selon les propres rapports du Parlement européen. Ce n'est pas de la charité. C'est ça l'influence. Et ça marche. Voilà le malaise, l'Occident n'a pas de réponse à cette question parce qu'il ne croit plus en rien d'autre qu'au marché. Nous avons passé des décennies à dire aux gens que leurs identités sont fluides, que les frontières sont dépassées, que l'histoire n'est qu'une série d'oppressions à déconstruire. Pendant ce temps, le monde musulman, aussi imparfait soit-il, croit encore en quelque chose. Il croit en Dieu, en la famille, en la tradition, en une civilisation vieille de 14 siècles. Et quand vous proposez aux gens le choix entre le nihilisme et le sens, devinez lequel ils choisiront? Prenons le cas de Martin, un informaticien de 28 ans originaire de Coïs, reconverti en 2022. Ce n'est pas un perdant mécontent ou un radical. C'est un gars avec un bon travail, une petite amie et une hypothèque. Mais il m'a dit quelque chose qui lui est resté, j'ai grandi en pensant que l'Europe était l'avenir. Puis j'ai vu à quoi ressemblait l'avenir, pas d'enfants, pas d'église, pas de véritable communauté, juste des gens regardant leur téléphone et attendant la prochaine dose de dopamine. L'islam m'a donné un cadre. Il m'a dit quoi manger, comment prier, comment traiter mes parents. Cela m'a donné des règles. Et à l'heure actuelle, les règles sont la seule chose qui semble réelle. Ce n'est pas un sentiment isolé. C'est la même chose que j'ai entendu de la part des convertis à Prague, Budapest et même à Varsovie. Le vide culturel de l'Occident est le plus grand outil de recrutement dont dispose l'islam en Europe aujourd'hui. Parlons maintenant de grandes stratégies. Parce que cela n'arrive pas par hasard. La Turquie, sous Erdogan, joue depuis plus d'une décennie un long jeu dans les Balkans et en Europe centrale. Le Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, a ouvert plus de 2000 mosquées et centres islamiques en Europe depuis 2002. Rien qu'en Slovaquie, ils ont financé des écoles de langue, des bourses et même un conseil d'affaires turco-slovaque. Et il n'y a pas que la Turquie. Le Qatar a acheté des biens immobiliers dans la vieille ville de Bratislava, tandis que l'Arabie saoudite a discrètement financé la traduction de textes islamiques en slovaque. Il ne s'agit pas ici de conquête. Il s'agit de puissance douce de faire de l'islam une partie normale et banale du paysage jusqu'au jour où les gens se réveillent et réalisent que le centre de gravité s'est déplacé. La réponse de l'Occident ? Grillons. L'UE dispose d'une unité de « lutte contre la radicalisation » qui s'occupe davantage d'interdire les « discours de haine » sur Facebook que de comprendre pourquoi les jeunes Européens se convertissent à l'islam en premier lieu. L'OTAN considère l'Europe centrale comme une zone tampon contre la Russie, et non comme une région dotée de sa propre agence. Et les États-Unis ? Eh bien, la dernière fois que Washington a prêté une réelle attention à la Slovaquie, c'était en 2003, alors qu'elle constituait un terrain de jeu idéal pour la guerre en Irak. Depuis lors, tout tourne autour de la promotion de la démocratie et du financement de la société civile, des codes de soutien aux ONG que personne en Slovaquie n'écoute réellement. Alors quelles sont les alternatives ? Il y en a 3, et aucune n'est jolie. La première est que le statut ne fasse rien, qu'il laisse se poursuivre la lente islamisation de l'Europe centrale et qu'il espère qu'il s'aligne comme par magie sur les intérêts occidentaux. C'est la voie de moindre résistance, et c'est celle qu'emprunteront la plupart des décideurs politiques. C'est aussi celui qui garantit que la Slovaquie et éventuellement d'autres pays dériveront dans l'orbite de la Turquie, du Golfe et peut-être même de la Chine.
Parce que si l'Occident ne s'engage pas avec ces pays selon ses propres conditions, quelqu'un d'autre le fera. La deuxième alternative consiste à réprimer le financement étranger des mosquées, à interdire les organisations islamiques ayant des liens avec Ankara ou Riyad et à traiter l'islam comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une religion. C'est la voie qu'a empruntée Viktor Orban en Hongrie, et c'est celle que l'extrême droite slovaque aimerait voir. Le problème ? Ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait, c'est radicaliser la communauté musulmane, la pousser à la clandestinité et donner à la Turquie et aux pays du Golfe un prétexte pour intensifier leur propre implication. Cela fait également le jeu de l'extrême droite, qui utilisera la menace musulmane pour justifier des mesures autoritaires. Et en fin de compte, vous aurez toujours une communauté musulmane, elle sera simplement plus en colère et plus isolée. La troisième alternative consiste à traiter l'islam en Europe centrale comme une réalité à gérer et non comme un problème à résoudre. Cela signifie travailler avec des dirigeants musulmans modérés, encourager l'intégration sans assimilation, et, surtout, proposer une vision alternative de l'avenir qui n'implique ni la décadence occidentale ni le fondamentalisme islamique. Cela signifie financer des écoles islamiques de langue slovaque qui enseignent la pensée critique parallèlement au Coran. Cela signifie créer des opportunités économiques pour les communautés musulmanes afin qu'elles n'aient pas à dépendre de l'argent du Golfe. Et cela signifie avoir une conversation honnête sur ce que signifie être européen au XXIe siècle, une conversation qui n'implique ni des platitudes multiculturelles ni des propos alarmistes et xénophobes. Mais voici qu'aucune de ces alternatives ne fonctionnera si l'Occident continue de prétendre que ce n'est pas le cas. La première étape pour résoudre un problème consiste à admettre que vous en avez un. Et à l'heure actuelle, l'Occident est dans le déni. Nous sommes toujours coincés dans la mentalité de l'après 11 septembre, où l'islam est soit une menace pour la sécurité, soit une victime de l'islamophobie, sans aucun intermédiaire. Nous avons oublié que l'islam fait partie de l'Europe depuis plus de 1000 ans, d'Al-Andalus à l'Empire ottoman en passant par les Tatars de Lituanie. Ce n'est pas une force extraterrestre. Cela fait partie de notre histoire. Et si nous ne commençons pas à le traiter comme tel, nous allons perdre la prochaine génération d'Européens. Laissez-moi vous laisser avec une expérience de pensée. Imaginez que nous sommes en 2035. La Slovaquie compte 50 000 musulmans. La Fondation islamique de Bratislava est l'une des ONG les plus influentes du pays. Les pays turcs dominent les secteurs de la construction et de l'énergie. Et le gouvernement slovaque, désormais dirigé par une coalition de nationalistes et de pragmatiques, a signé un accord de coopération en matière de défense avec la Turquie. Pendant ce temps, l'UE continue de débattre sur les émissions de carbone, et les États-Unis sont trop occupés par leurs propres crises internes pour s'en apercevoir. À votre avis, que pensera alors le Slovaque moyen de l'Occident ? Le verront-ils comme un phare de liberté et de prospérité ? Ou le verront-ils comme un empire en décomposition qui les a abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin ? C'est la question que nous devrions nous poser. Car la réponse déterminera non seulement l'avenir de la Slovaquie, mais aussi celui de l'Europe elle-même. Et pour l'instant, les signes ne sont pas bons. L'Occident sombre dans le somnambulisme et perd toute pertinence, un converti à la foi. Et au moment où nous nous réveillerons, il sera peut-être trop tard pour faire quoi que ce soit.